Bonjour Marc Batty, Bonjour. ravi de t'accueillir dans notre chaîne Les Tisseurs. Aujourd'hui, on va parler du travail, qui est un sujet qui est central chez les tisseurs. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Moi, je suis ingénieur agronome et je suis entrepreneur. J'ai monté notamment 2 sociétés qui s'appellent Dataiku et qui est une entreprise technologique, une start-up, et une entreprise dans le domaine de l'agriculture cette fois qui s'appelle FEV, qui aide la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices à s'installer selon des pratiques d'agriculture biologique. Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions à cause du travail. On est confronté à cette quête de sens quand il est un petit peu tard et qu'on se sent malmené ou pas à l'aise dans son entreprise. Donc probablement aussi une explosion des bullshit jobs dans les 10, 20, 30 dernières années, d'être 100 fois plus intelligent que les autres ou 100 fois plus méritant que les autres, quelle que soit la métrique que tu veux utiliser, et qu'en plus tu travailles 80 heures ou 100 heures par semaine et que tu fais ça toute ta vie, il te faudra quand même des décennies et des décennies pour devenir milliardaire. L'enrichissement, il se fait en général pas par le biais du salaire, mais par le biais du capital. On n'a pas besoin de venir demander un effort surnaturel aux consommateurs, ou en tout cas pas d'une portée que certains imaginent, pour payer drastiquement mieux nos agriculteurs. Comment on peut réellement inciter les jeunes générations à se lancer quand on connaît par ailleurs les mutations du marché du travail? La flexibilité, le télétravail sont des choses qui se sont imposées, alors certes avec le Covid, mais aussi parce que les gens avaient envie de ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le rapport de force est plus en fonction de l'employeur que du salarié. Et l'entreprise et politique, c'est quelque chose qui a été une réalisation pour moi depuis maintenant quelques années, mais pas si longtemps, qui m'active dans ma vie d'entrepreneur comme objectif, c'est plutôt que l'ESS devienne la norme. Bonjour Marc Batty, Bonjour. ravi de t'accueillir dans notre chaîne Les Tisseurs. Aujourd'hui, on va parler du travail, qui est un sujet qui est central chez les tisseurs. Donc très brièvement, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Donc moi je suis ingénieur agronome, j'aime bien commencer par ça, mais ça a un lien avec la suite de l'histoire, et je suis entrepreneur. J'ai monté notamment 2 sociétés, une qui correspond un peu au passé dans mon parcours, qui s'appelle Dataiku et qui est une entreprise technologique, une start-up que j'ai montée avec d'autres associés en 2012, et puis plus récemment en 2020, une entreprise dans le domaine de l'agriculture cette fois qui s'appelle FEV, qui aide la nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices à s'installer selon des pratiques d'agriculture biologique. Ok, 2 sujets complètement différents. Rien à voir. C'est pour ça que j'ai commencé par dire que j'étais ingénieur agronome, sinon on ne comprend pas. Cool. Alors, ce qui serait intéressant, tu vois, de parler, c'est justement ta vision en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que citoyen français. Je sais que tu prends de temps en temps la parole sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn sur des sujets qui te tiennent à cœur. Il y a un des sujets qui te tient à cœur, c'est le sens au travail. C'est un sujet qui est récurrent depuis quelques années maintenant. On voit qu'il y a une explosion des burn-out en France. Il y a beaucoup de gens qui font des dépressions à cause du travail, et de plus en plus malheureusement. J'aimerais un peu que tu me dises un peu, toi, ton expérience vis-à-vis de cela, et également comment tu as pu l'appréhender au travers de tes différentes entreprises. Oui, le sens, c'est quelque chose que moi j'ai cherché, peut-être sans le savoir. En général, on est confronté à cette quête de sens quand il est un petit peu tard et qu'on se sent malmené ou pas à l'aise dans son entreprise. Donc pour certains, ça va jusqu'à des formes de dépression ou de burn-out plus ou moins sévères. Moi, c'était une forme d'usure qui pouvait être liée aussi à de la fatigue dans ma boîte, parce que tout allait très vite, tout allait très bien en parallèle. Toujours un petit peu difficile, parce que moi je me rappelle avoir eu besoin d'expliquer aux gens pourquoi je quittais ma société qui était en forte expansion, dont j'étais le cofondateur. La boîte avait et a toujours une très belle presse, et en fait il y a un moment où on est juste fatigué d'aller aussi vite, et le sens, au moment où on commence à se dire qu'il faut changer d'entreprise, de remettre son quotidien plus aligné avec ses valeurs, on en vient à questionner quelles sont ses valeurs et qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et ce qui était finalement caché sous la fatigue et pour certains le burn-out se révèle être une question existentielle sur laquelle on a besoin de mettre des mots pour choisir une prochaine aventure. Sachant que moi, je le dis souvent, j'ai la conscience d'avoir eu beaucoup de chance, et donc d'avoir eu le loisir de me poser cette question du sens et du choix de mon travail, en étant déjà à l'aise dans ma vie professionnelle et financière, ce qui n'est pas le luxe dont tout le monde bénéficie pour aborder ce sujet-là. Toi, tu estimais qu'à un moment dans ta carrière professionnelle, tu étais en train
t'étais en train de rentrer dans cette phase de dépression? Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là? Moi, je me suis toujours beaucoup protégé et j'ai toujours été assez lucide. Alors, pour le coup, c'est une qualité, je crois, d'entrepreneur que j'ai, c'est d'anticiper beaucoup et de regarder assez loin devant, y compris dans mon introspection à moi. Et dans ce sens-là, je reconnais assez facilement les symptômes avant-coureurs de mal-être. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de très, on va dire, authentique. En tout cas, c'est ce que les gens me disent, qui n'hésite pas à verbaliser les choses qui vont pas, y compris quand je suis pas d'accord, y compris quand je suis frustré. Donc je suis très facilement lisible. Et donc que ça soit de l'extérieur ou même vis-à-vis de moi-même, je sais quand ça commence à être difficile, tendu et tout ça. Donc j'ai eu la chance, grâce à ce tempérament un peu qui est un mécanisme de survie chez moi, de jamais approcher les zones dangereuses de l'épuisement et du burn-out, de la dépression. Et du coup, toi, ça se matérialise comment chez toi quand tu vois que tu commences à te rapprocher de cette zone rouge? J'ai envie de plus parler à personne. Ouais. Je me recentre complètement. Je coupe toutes les sollicitations. Mais ça m'arrive 2-3 fois par an. De me rendre compte que j'ai trop tiré sur la corde à certains endroits, que les sollicitations, moi c'est souvent y compris chez FEV maintenant, ou dans mon travail d'entrepreneur engagé, l'envie de bien faire fait que je rencontre des centaines de personnes, qu'on a des milliers de projets ensemble, surtout par les temps qui courent. Et qu'en voulant bien faire et être sur tous les fronts, on a tendance à s'épuiser mentalement. Plus les présences sur les réseaux sociaux qui drainent une énergie folle. Et donc, quand je ressens que ça y est, je n'arrive plus à répondre aux messages, que j'ai tous mes mails en retard et tout ça, en général, ça s'ensuit une semaine ou deux où je repriorise et je me dis, tiens, je réponds à ci, je réponds à ça. Et moi, j'ai une technique qui servira à qui veut l'entendre, mais très simple. On m'avait enseigné dans mes métiers, mais c'est très simple, c'est moi, j'essaie de me figurer quelles sont les 2-3 choses qui m'empêchent de dormir. Alors, j'ai la chance de bien dormir par ailleurs, mais en tout cas, je me dis comme ça, mais là, si tu devais dire tout de suite qu'est-ce qui te stresse, qu'est-ce qui t'embête, d'essayer de verbaliser 2-3 trucs, et ceux-là, je les règle en premier, puis en général, ça coule de source. Donc, je purge régulièrement, avant que ça soit trop grave, ces motifs de frustration et d'inconfort. Et dans le cadre de tes différentes entreprises, est-ce que tu as pu... en tout cas, échanger avec des gens que tu manageais ou des gens qui étaient dans tes entreprises, vivre ces zones rouges-là, et toi, en tant que chef d'entreprise, comment tu les as appréhendées? J'ai eu le cas très récemment avec un de nos salariés, le premier salarié qu'on a eu chez FEV, qui a senti beaucoup de fatigue et qui m'a confié effectivement avoir été un petit peu proche de ces zones-là. Et moi, j'avoue que j'ai été surpris et affecté parce qu'en fait, on est dans des boîtes. En fait, on a une chance énorme dans ces boîtes, j'allais dire généralement de l'économie sociale et solidaire, ou toutes les entreprises qui ont vraiment une mission ou un sens particulièrement aiguisé et, j'allais dire pas bullshit, déjà d'être plutôt dans les 10% par rapport aux 90% restants, qui peuvent se dire, voilà, mon travail, je n'ai aucun doute, ou très peu de doute sur l'utilité sociale qu'il peut avoir. Donc ça, on pourrait se dire, c'est ultra rassurant et ça fait du bien. Mais derrière, en général, on a affaire à des personnes comme moi en tant qu'entrepreneur engagé. Ce sont des salariés engagés qui, eux aussi, veulent évidemment bien faire, veulent être capables d'être au rendez-vous. Et donc, ça ne nie pas du tout la question de la performance et de l'atteinte des objectifs. Et quand on le sait, ce que sont des boîtes jeunes, comme on ne dit jamais que FEV est une start-up, mais en tout cas des entreprises jeunes qui se réinventent en permanence, c'est quand même une gymnastique incroyablement difficile de construire son business model, de trouver ses clients, de ramener de l'argent, de se rendre compte qu'on est déficitaire, que là, on n'atteint pas la rentabilité. Enfin, c'est très très dur, et souvent les gens qui sont là depuis le début, alors, en tant qu'entrepreneur, on le sait, on l'accepte, on va changer 3 fois de direction ou 10 fois de direction. Et pour les salariés, alors qu'ils nous ont fait confiance, ils vivent la même chose que nous. Et effectivement, ça peut les mener, a fortiori si la mission leur tient à cœur, ça peut les mener à des situations difficiles. Voilà, donc ça, moi, j'avoue que je le découvre un petit peu aussi, c'est que personne n'est immunisé, même quand on a des jobs dans des belles boîtes et tout ça, de ressentir cette usure-là à un moment. Ouais, donc c'est surtout ce que tu me dis là, c'est que le changement de cap permanent use la psyché des différentes... Complètement. Et ça, on peut difficilement y remédier. On doit juste le reconnaître et essayer là aussi d'être à l'écoute et de pouvoir en discuter. C'est l'exemple que je donne, c'est une personne avec qui on est en extrêmement bon terme. Et voilà, mais c'est vrai que quand on entend ça, on se dit, ah bah mince, c'est pas tout à fait comme ça qu'on aurait imaginé ou rêvé les choses. Ouais, on a loupé un truc, quoi. On a loupé un truc, ouais. C'est drôle parce que j'ai exactement vécu la même chose. C'est-à-dire que je bossais avec un gars qui était un pote et un ami.
que j'aime absolument. Et au bout de 2-3 ans, il était complètement à côté de la plaque et fatigué. Et je m'en suis beaucoup voulu. Et effectivement, tu te dis, mais là, j'ai loupé un truc et j'ai pas lancé cette boîte pour faire du mal au niveau de la santé des gens que tu apprécies, enfin même ceux que tu n'apprécies pas en l'occurrence, mais c'est assez compliqué effectivement le changement de cap. Je souscris absolument. Tu vois, tout ce thème du sens au travail, à mon sens, c'est un sujet qui est plutôt assez récent, c'est-à-dire que il y a 20, 30, 40 ans, c'est des sujets qu'on entendait beaucoup moins. À ton avis, pourquoi il y a cette résurgence-là depuis maintenant, allez, je dirais 10-15 ans, où on parle du sens au travail, où tu as des burn-out qui sont de plus en plus présents. Est-ce que tu penses que ça a un lien et pourquoi, en fait, aujourd'hui, on essaye de chercher du sens là où il y a 20, 30, 40, 50 ans, on n'en cherchait pas? Et question connexe, souvent, quand on parlait de nos parents, ils avaient... tu vois, il y avait cette histoire où le papa te disait bah, « moi, ça fait 40 ans que je suis dans cette boîte. Et ce genre de carrière longue, aujourd'hui, elles sont de plus en plus rares. Moi, ma génération, par exemple, je ne connais pas beaucoup d'amis autour de moi qui sont restés dans la même boîte toute leur vie. Est-ce que tu penses que tout ça, ça a des liens et quelles sont les différences entre les différentes périodes? Je pense que ça... Je suis pas sûr que la quête du sens, elle date que 10-15 ans, mais après, je n'ai pas fait d'études pour le savoir, mais je me dis que ça doit exister depuis plus longtemps. Il y a quand même le concept même de crise de la quarantaine qui a été, pour moi, aussi corrélé d'un point de vue temporel. Il existe depuis plus longtemps. Donc, les remises en question à la moitié de sa vie, je pense qu'elles existent depuis longtemps. Sur le travail, j'ai l'impression qu'il y a probablement aussi une explosion des bullshit jobs dans les 10, 20, 30 dernières années qui sont allés de pair avec une accélération de l'économie marchande, des produits qu'on essaie de nous vendre, du marketing, de la publicité, tout ça, de la finance, et que peut-être chez nos parents ou nos grands-parents, certains métiers, sans même parler de métiers primaires comme d'être dans l'agriculture, par exemple, étaient des métiers qui étaient un peu moins loin de la balle, un peu moins loin du quotidien des gens. Et c'est une interprétation, encore une fois. En tout cas, ce que je me dis en y réfléchissant à voix haute, c'est qu'il y avait quand même peut-être plus de métiers un petit peu plus proches du concret qui évitaient ça. Après, il y a aussi peut-être une autre façon de voir le truc, c'est en complément de ça, c'est que à partir du moment où on est désormais dans un monde qui va vite et où les opportunités pleuvent de toutes parts, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, on se disait peut-être un peu moins qu'on allait aller chercher un job en Australie ou aux US. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. On se disait peut-être moins qu'on pouvait travailler à distance par les moyens de visioconférence, puisqu'évidemment, ils n'existaient pas. Donc, tout ça a ouvert des possibilités. Et d'un certain côté, ça a ouvert la possibilité de faire des choses extraordinaires à distance ou dans d'autres pays, mais ça a ouvert aussi une question permanente pour les salariés, de se dire est-ce que je ne peux pas avoir mieux ou est-ce que je ne peux pas avoir autre chose ailleurs. Et donc, loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas nécessaire, mais en fait, ça... Je vais prendre une autre anecdote peut-être pour développer ce point-là. Nous, quand on est rentré, on a vécu 2 ans aux États-Unis. Quand on est rentré en France, c'était la transition entre ma boîte d'avant et donc Fève maintenant. Par essence, on n'avait pas d'attache à ce moment-là particulière. On savait qu'on voulait pas revenir à Paris. Le choix et la détermination du lieu où on allait vivre, sans contrainte particulière, est devenu un enfer. Parce qu'on se disait, pourquoi là plutôt qu'à un autre endroit ? Et donc la contrainte, tant qu'elle n'est pas aliénante, mais la contrainte de se dire, bah voilà, finalement, je suis dans ce job-là et ça se passe bien, avait une forme de libération, puisqu'elle permettait d'éviter de se poser trop la question. Alors voilà, il y a un dosage entre avoir la liberté de se la poser et de pouvoir l'exercer, et le poids sur les épaules des gens d'être dans cette injonction à faire la meilleure décision pour leur carrière à tout moment. Et on parlait des générations de nos parents qui avaient des carrières sur 40 ans, mais déjà entre moi qui ai maintenant 48 ans et les gens que j'embauche quand ils sortent d'école chez Fève, on n'est déjà pas du tout de la même génération. C'est-à-dire que pour moi, rester dans une boîte 7-10 ans, c'était pas mal. À l'heure actuelle, c'est un peu plus 2, 3, 4, 5 ans. Donc voilà, tout ça, je pense que c'est pas facile et j'ai pas envie j'aimerais pas être trop à leur place parce que cette réinvention permanente tous les 2-3 ans, elle est de plus en plus compliquée. Ouais, et puis je pense que ça favorise également ce poids psychique et mental qu'ils peuvent avoir et de se dire, bah, effectivement, peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs et cette réflexion permanente d'aller toujours voir ailleurs. Et je pense que c'est assez symptomatique, notamment des relations humaines
qu'il y a également cette même veine. Je pense notamment à tout ce qui est app de dating, tu vois, où il y a une forme de marchandisation de la relation humaine. Et si ça ne va pas, ben, au revoir, on y va. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Dans le cadre de... Je continue dans cette veine de quête de sens. Il y a une forme de performativité du boulot, de l'emploi qui, à mon sens, existait moins il y a quelques décennies de cela. On est très souvent, je dirais, tiré par ce qu'on appelle des KPI, désolé pour l'anglicisme, des chiffres qui va jauger la performance d'une individualité plus que d'un collectif. Toi, dans tes différentes entreprises, comment tu gères cette data-là, ce calcul de la performance et la gestion notamment des salariés avec lesquels tu peux travailler? Faut que tu m'aides un petit peu. Dans quel tu parles des KPI pour mesurer notre activité? Alors, des KPI plutôt individuels sur la performance des salariés. D'accord. Oui, ok. Alors, nous, on a fait un choix qui n'est pas celui que j'avais connu dans mes boîtes d'avant et qui n'est pas complètement fréquent. C'est d'avoir une objectivation globale des salariés de notre entreprise, dans le sens où, en fait, on regarde ce qu'on avait prévu de faire en début d'année, donc l'objectif qu'on se fixe, on regarde où on atterrit et on répartit ce variable de manière alors pas homogène au sens où il y a le pourcentage d'atteinte donc qui est le même quelles que soient les équipes, pour essayer de réaligner tout le monde au travers ou au service de l'objectif global de l'entreprise et éviter de faire des différences artificielles de ceux qui sont dans des fonctions en apparence directement contributives aux revenus, ceux qui sont dans les fonctions support et qui sont des sources de litiges ou de comparaisons permanentes. Et donc, on essaie, à travers ça, de montrer et d'expliquer que chaque personne dans l'entreprise a une contribution qui est nécessaire à l'atteinte du résultat, même si ce n'est pas celle qui est la plus proche du chiffre d'affaires en apparence. Absolument. Voilà. Donc, ça veut dire que dans la pyramide hiérarchique, quelle que soit sa position, le variable serait plus ou moins le même, c'est ça que tu dis? Alors, il est plus ou moins le même, mais c'est une fraction du salaire fixe. Donc, on maintient quand même une différence en fonction du fixe, mais ce variable, donc si on va dire pour une personne ça représenterait 5 et pour l'autre ça représenterait 7, on va appliquer le coefficient d'atteinte de l'année au 5 ou au 7. Et le coefficient lui-même sera uniforme, quels que soient les salariés. Et du coup, est-ce que tu as pu avoir des écueils négatifs sur notamment ceux qui sont très hauts dans la hiérarchie, en se disant moi je contribue peut-être plus aux chiffres? Alors, s'il contribue plus, c'est qu'on a bien fait notre travail, mais bon, ça, on a les mêmes problèmes que dans toutes les autres boîtes de la Terre, je pense. C'est que se pose toujours à un moment la question de la comparaison des salaires fixes et donc par extension du variable, vu que c'est proportionnel, comme je l'expliquais. Et on a aussi des discussions à l'occasion sur la question entre des équipes qui se sentent effectivement plus proches du revenu que d'autres. Donc, moi, c'est un combat, non pas sur lequel j'ai abdiqué, mais où j'essaie d'être un peu plus indulgent avec moi-même et avec notre boîte. C'est que de toute façon, ce ne sont pas des sujets sur lesquels on aura... Enfin, ça sera une explication permanente, pour le dire autrement. Voilà. C'est-à-dire que quelle que soit la règle qu'on choisit, et même si on a la conviction qu'elle est peut-être plus vertueuse qu'une règle où on paierait, par exemple, des commerciaux avec un très gros fixe, un très gros variable, et puis d'autres un peu moins, et bien, quel que soit le choix retenu, on va s'attirer les frustrations de quelques personnes, de toute façon, dans l'entreprise. Ça arrivera tout le temps. Et donc, le but, c'est toujours de prendre son bâton de pèlerin, de réexpliquer pourquoi on a fait ces choix-là, d'essayer de légitimer, parfois peut-être de comprendre aussi que derrière cette frustration se cache quelque chose de réel et éventuellement de l'adresser. Mais voilà, moi, c'est un peu... c'est pas la partie que je préfère de mon boulot, pour être très franc. Et donc, tu as dit en préambule que dans cette nouvelle société, en tout cas, ta dernière expérience, tu as pris le pas d'avoir une prime collective. Oui. Donc est-ce que ça sous-entend que sur ta première expérience entrepreneuriale, c'était des primes individuelles? Oui, bien sûr. Enfin, quand je dis prime, c'est variable. Hein. C'est des variables. Fixe plus variable, et les variables dépendaient des types de fonctions. Et plus tu étais proche du commerce, plus ton variable représentait une part importante de ton salaire annuel. Mais bon, c'est un modèle extrêmement classique, a fortiori dans les startup tech. On était en plein dans le standard marché qui, à mon avis, n'a pas dû beaucoup changer depuis cette époque-là. Et après, les gens qui mutualisent un peu ou qui essaient de rendre un peu plus collective la performance de l'entreprise, je pense que c'est un poil plus rare. Et ça a aussi, comme je l'expliquais avant, des écueils, ou en tout cas, ça pose des questions aussi.
Ouais, donc ça veut Pas dire de que recette toi, magique. toi, en tant qu'entrepreneur, tu étais moins à l'aise par cette performance individuelle, en tout cas la valorisation de la performance individuelle. Mm. Et donc, sauf erreur de ma part, tu te sens plus aligné aujourd'hui avec cette performance Oui, collective. je suis plus aligné, mais imaginons qu'un jour tu aies quelqu'un dans une équipe qui fasse vraiment du moins bon travail. Ça crée la frustration. Tu peux créer de la frustration avec d'autres. Et ton échappatoire, ça va être de retrousser tes manches et te dire, bon, est-ce que vraiment il ne faut pas se séparer de cette personne? Donc c'est beaucoup plus radical. Heureusement, ça ne nous est pas arrivé, mais c'est beaucoup plus radical que de se dire que tu as une prise quand même sur son variable pour dire, bah ouais, mais là, je suis pas complètement satisfait de la performance, eu égard à ce qu'on avait défini en début d'année. Et donc le fait de rendre collectif cette performance, n'a pas que des avantages non plus. Alors, du coup, c'est intéressant. Ça me permet d'enchaîner sur les rémunérations en entreprise. Mm. Bien souvent, ce qu'on remarque, c'est que au fur et à mesure des décennies, la différence entre l'employé et le chef d'entreprise, en tout cas l'écart de rémunération, s'est élargi de manière assez significative au fur et à mesure des décennies. Est-ce que toi, de ton côté, comment tu essayes de gérer cette pyramide des rémunérations au sein de ton entreprise et du coup, quels sont les apprentissages que tu as pu avoir? Nous, c'est assez simple, c'est que on est une entreprise avec un agrément ESUS, donc entreprise solidaire d'utilité sociale, qui, on va dire intrinsèquement, j'allais dire par design, limite les salaires. Donc ça limite les salaires, pas finalement ça laisse quand même de la latitude. On peut aller, je crois, pour le salaire le plus élevé jusqu'à 10 fois le SMIC, et pour la moyenne, si je ne me trompe pas, des 5 salaires les plus élevés à 7 fois le SMIC. Me semble, j'espère. Je sais pas, moi, j'ai pas ces infos. Alors, en tout cas, ça donne une idée. En tout cas, on peut pas avoir un différentiel de 1 à 100 ou de 1 à 1000. Donc déjà, ça tasse fortement la pyramide. Moi, après, de manière plus globale, j'ai la conviction que le fait que certaines personnes deviennent ultra riches en menant des aventures entrepreneuriales est quelque chose qui frustre un peu et qui a du mal à passer vis-à-vis du reste de la société, et que je peux comprendre, parce qu'en fait, il y a un moment où on n'est plus capable de rationaliser cet enrichissement par un bête calcul. J'ai essayé d'ailleurs de le faire tout à l'heure pour d'autres raisons que ce podcast, mais de regarder quel serait le salaire et l'investissement horaire dont j'aurais besoin pour gagner 1 milliard, par exemple. Et en fait, il n'y a aucune espèce d'hypothèse raisonnable de temps de travail hebdomadaire et de salaire horaire qui permettrait... Il n'y a rien qui justifie. C'est-à-dire que même quand tu prends un truc genre d'être 100 fois plus intelligent que les autres ou 100 fois plus méritant que les autres, quelle que soit la métrique que tu veux utiliser, et qu'en plus tu travailles 80 heures ou 100 heures par semaine et que tu fais ça toute ta vie, il te faudra quand même des décennies et des décennies pour devenir milliardaire. Et si tu pousses un peu le trait avec des hypothèses un peu plus raisonnables, tu te rends compte qu'en fait, il ne suffit pas d'une vie, évidemment, pour être milliardaire. Et je ne parle pas de ceux qui sont 10 milliards, 100 milliards et compagnie. Et donc, je pense que là-dessus, moi, il y a beaucoup d'inspiration à trouver du côté, justement, des boîtes de l'économie sociale et solidaire, de statuts comme ESUS qui sont encore assez peu connus, parce que je pense qu'il y a moins de 10% des boîtes en France qui sont ESUS, pour revenir à la raison sur les salaires. Mais aussi, et ça c'est l'angle mort des boîtes, des statuts comme ça, c'est que l'enrichissement, il se fait en général pas par le biais du salaire, mais par le biais du capital. Et ça, c'est un petit peu plus dur à encadrer à l'heure actuelle. Du coup, tu penses quoi de... Peut-être que tu as vu passer l'info de Elon Musk qui s'est vu octroyer 1000 milliards de la part des actionnaires de Tesla, un chiffre qui est complètement hallucinant. Enfin, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'énormité du truc. À ton avis, ça témoigne quoi de la société dans laquelle on est ? Oui, je ne sais même pas, on peut plus figurer ce que ça veut dire. 1000 milliards, pour ceux qui n'ont pas l'ordre de grandeur en tête, même si maintenant la plupart des auditeurs, je pense, auront le PIB de la France en tête ou le déficit budgétaire de la France en tête, mais 1000 milliards, c'est un tiers du PIB français. Donc c'est quand même énorme. Et surtout, alors, je crois que les gens s'étaient amusés à faire le calcul, il fallait qu'ils vendent, d'ici à ce qu'ils reçoivent son chèque, 20 millions de Tesla. Et en fait, c'était à peu près le plan. Et donc c'est un peu comme si la valeur qu'on lui conférait, c'était, je ne voudrais pas dire de conneries, mais ça donne des ordres de grandeur, mais c'est un peu comme si on lui donnait intégralement le chiffre d'affaires qui allait être, le chiffre d'affaires, pas la marge. Ouais. Le chiffre d'affaires, il y a des coûts derrière. Donc, c'était comme si on lui donnait le chiffre d'affaires de Tesla sur la période considérée ou un truc dans ce goût-là. Bon, je sais même pas ce qu'il y a à dire de ça. Après, je pense qu'au-delà du chiffre qui paraît fou, moi, je trouve que ça illustre aussi la folie des investisseurs privés qui pensent que ça va marcher. Et on le voit aussi dans l'IA à l'heure actuelle. Il y a quand même
Alors, certains vont dire que c'est pas des bulles et que moi je suis le premier à me rendre compte des services que ça peut rendre par ailleurs. Donc, mais est-ce que ça justifie des bulles comme ça? Est-ce qu'il n'y aura pas un retour à la raison à un moment quand des économies d'échelle vont être atteintes, quand les performances seront peut-être plus normalisées? On connaît toutes ces lois là de Moore et compagnie, et donc à un moment, peut-être que ça coûtera aussi moins cher, à la fois technologiquement et écologiquement parlant. Et donc, est-ce que tout ça va mériter des valorisations stratosphériques comme ça? J'en suis pas sûr. Moi, ce qui m'inquiète le plus ensuite, c'est ce que font les gens de ces milliards-là. C'est-à-dire que si on veut dire que ça n'affectait personne, et qu'on était d'accord pour dire que cet argent il existe quelque part et qu'on veut bien Ça leur finance donner, des campagnes. ça finance des campagnes. Voilà. Après, on sait ce que ça a donné, on sait ce que ça va continuer à donner. Et donc, je pense que le côté plus flippant que le chiffre, c'est l'impact qu'a cet argent derrière. Ouais. Carrément. J'ai lu un article avant-hier et du coup, j'ai pensé à un autre épisode. C'est un article du Monde. Je vais te lire l'intro. C'est 2 phrases. Les 0,1% des Français les plus aisés gagnent en moyenne 167 fois plus que le quart des foyers les plus modestes, selon l'INSEE. L'écart s'est beaucoup creusé en 20 ans. Les réformes d'Emmanuel Macron ont fait baisser le taux d'imposition des plus riches. Fin de l'introduction. Donc c'est un article du Monde. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette statistique de l'INSEE? Ça m'inspire 2 choses. La première, c'est que c'est évidemment des écarts qui se creusent et que c'est pas bon et dans une certaine mesure assez indécent. Mais surtout, ce qui me fascine, c'est qu'on parle encore des écarts de revenus, alors qu'en fait, les écarts, ils sont encore plus grands sur les patrimoines, qui évidemment sont influencés en partie par le revenu, mais pas que. Et donc, ça m'interroge toujours quand finalement on se dit « Oh là là, c'est une catastrophe », parce que j'ai l'impression qu'on regarde le truc qui est le moins catastrophique finalement, et qu'on oublie ce qui l'est encore plus, comme les milliards d'Elon Musk et l'enrichissement, l'accroissement des patrimoines eux-mêmes. Donc, oui, moi, c'est un peu contradictoire parce qu'en ce moment, les débats sont très, très polarisés sur ces sujets. On a l'impression que d'un côté, des gens nous objectent en continu qu'on est déjà très, très taxé en France et tout ça. Et puis de l'autre, ces chiffres-là sortent et puis les faits sont contraires. Et malgré tout, je pense une grande proportion des Français, y compris ceux qui sont directement affectés par ces métriques-là, donc ceux qui sont justement dans les 25% les plus modestes ou même les 50%, dans ces gens-là, il y en a qui défendront le fait que c'est bien de ne pas aller trop taxer les plus riches, les millionnaires, les milliardaires. Donc ça fait partie des paradoxes Pourquoi, à ton avis pourquoi, à mon avis, je pense qu'il y a eu une grande part de manipulation, mais je ne sais pas comment elle s'est instaurée. Il y a cette théorie du ruissellement, il y a le fait, un truc très fréquent qu'on entend beaucoup en ce moment, et peut-être de tout temps, mais moi je m'intéressais moins à ces sujets il y a plus longtemps. Moi je veux pas qu'il y ait moins de riches, je veux qu'il y ait moins de pauvres. Je vous dis pas de quel côté de l'échiquier on dit ça. Je sais pas. J'ai l'impression aussi qu'il y a une manipulation sur certains sujets comme l'héritage, qui est un sujet qui m'est cher, avec le fait de parler d'impôt sur la mort. Donc forcément, si on parle d'impôt sur la mort c'est déjà assez douloureux, on n'a pas envie qu'elle soit taxée. Enfin, je veux dire, il y a une dérive sémantique qu'on subit sur certains sujets. Moi, je l'ai subi aussi en tant que personne engagée, a fortiori sur les sujets d'écologie au cours de la dernière décennie. Quand on nous accuse d'éco-terroristes ou de Khmer vert, ça, ce sont pas des extrémistes qui ont dit ces trucs-là, c'est les personnes de la majorité gouvernementale. C'est un large éventail politique qui arrive à sortir des horreurs comme ça. Et donc, pour faire très simple, nous, chez FEV, on encourage l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, c'est quand même pas quelque chose de très abscon. Ça fait 40 ans que ça existe. Beaucoup des gens qui nous écoutent, j'imagine, essayent ou aiment acheter des produits bio. Et en fait, il y a des moments où on a l'impression d'être des terroristes à vouloir faire du bio ou à devoir se justifier de vouloir se passer un peu plus de produits. Ça, je pense, sur différents sujets, il y a eu un glissement comme ça et des gens qui ont semé des graines dans la tête des gens au point que ces gens-là se disent si, on va pas tirer sur les millionnaires ou les milliardaires parce qu'on a besoin pour la grandeur de la nation. Et voilà, donc je pense que c'est assez malencontreux. C'est notamment pour ça que moi, je voulais absolument avoir un échange avec toi. C'est que toi, après ta première boîte, tu as fait une levée où, tant mieux pour toi, bien sûr, tu as fait une sortie qui a permis de remplir les poches, on va se dire. Et tu t'es t'as pris beaucoup la parole sur la taxe Zuckman, notamment. Puisque tu disais, moi je suis favorable à cela. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu pourquoi tu es favorable à cette taxe Zuckman et pourquoi tu t'es engagé comme ça et notamment pris la parole?
Moi, je suis favorable à la taxe Zucman et, comme je l'ai dit, ou d'ailleurs à tout mécanisme qui permettra de corriger ces inégalités. Depuis que j'ai eu la chance, moi, d'avoir un peu plus d'argent, effectivement, je me suis rendu compte que sans faire exprès, on était incité à optimiser. Et en fait, moi, je voulais dire un truc quand même, parce qu'en ce moment, ça me préoccupe beaucoup, c'est qu'on a l'impression que dès qu'on parle de taxer plus les personnes les plus aisées, on est en train de les stigmatiser. Et alors, s'il y en a qui sont aisés dans ceux qui nous écoutent, j'ai envie de leur dire, on n'est pas en train, moi je fais partie des personnes aisées, on n'est pas en train de vous victimiser ou de vous chercher. On est en train, en tant que premier de cordée, de vous demander, vous, à faire l'effort en premier. Indépendamment de ce que vous avez l'impression de payer comme impôt, les gens qui n'ont pas les moyens et qui sautent des repas, ou les étudiants, les personnes en fragilité, tout ça, ils ont déjà d'autres problèmes. Ils n'ont pas besoin de nous pour dire, ouais, mais tu sais, moi je l'ai bien mérité, j'ai sué à grosses gouttes et puis j'ai travaillé 80 heures par semaine. Comme je le disais avant, 80 heures par semaine fois 100 fois le SMIC, on n'a toujours pas 500 millions ou 1 milliard. Donc, de manière générale, pour moi, c'est ce sentiment de justice qu'il faut rétablir. Il faut que ces personnes-là acceptent de faire un effort, et même ces efforts-là, de manière générale, alors je passe les considérations techniques autour de la taxe Zucman qui ont suscité beaucoup de débats et qu'on pourrait débattre tout à fait légitimement, pour être franc. Mais sur le principe, d'alléger un peu le patrimoine des plus riches ne leur enlèvera absolument rien, alors qu'il fera deux choses. Il remplira potentiellement un peu les caisses de l'État, d'une part, un peu ou beaucoup. Ça permettra de le diriger vers des personnes qui en ont vraiment besoin. Et surtout, ça contribuera à restaurer un climat de confiance entre les différentes classes sociales. Et ça permettra à tout le monde de se dire, ah oui, ok, chacun ne joue pas l'un contre l'autre. Et moi, je pense que j'insiste souvent aussi pour dire que les gens qui donc se retrouvent à optimiser dans leur holding ou dans leur assurance vie et tout ça, je ne pense pas que ce soit des voleurs. Je pense qu'il y a des gens parfois qui fraudent, il y a des gens qui sont moins intentionnés. Ce sont des gens qui bénéficient de règles du jeu qui sont trop favorables et qui ont été... c'est les grands gagnants du Monopoly de la vie, mais qui s'est bien passé pour eux, avec des règles qui sont biaisées. Alors, pas de manière volontaire, probablement, mais en tout cas qui, avec le temps, se sont allégées. Voilà. Et maintenant, je dis juste qu'il faut qu'on change les règles, que les gens ne se sentent pas victimisés, qu'on arrête aussi avec ce sentiment un petit peu qu'il y a beaucoup à gauche. On dit il y a la haine des riches. Moi, je dis non, il n'y a pas la haine des riches, mais après, il faudrait aussi que tout le monde, y compris les responsables politiques, se comportent comme tels. C'est-à-dire qu'ils sortent eux aussi de leur sémantique qui peut laisser penser parfois aux personnes les plus aisées qu'on les déteste, pour que justement, on reprenne ce débat à zéro. On vous demande juste de contribuer plus parce que c'est vous qui pouvez le faire, plus que ceux qui sont déjà en situation de fragilité, même si ces gens-là ne payent pas l'impôt sur le revenu, même si ces gens-là sont au RSA ou au chômage, et surtout parce que ils sont au chômage ou au RSA. Ton positionnement, il est assez rare de par ta posture, c'est-à-dire que tu es chef d'entreprise. Effectivement, tout à l'heure, on l'a dit, tu as fait une belle sortie lors de ta première entreprise. Comment tu expliques qu'une partie de la population aisée, qu'elle soit chef d'entreprise ou pas, peu importe, hein, parce qu'on sait que l'héritage est également un sujet très important en France, a une forme de, comment dirais-je, de sécession vis-à-vis du destin commun de la France, c'est-à-dire notamment en optimisant, en faisant ce qu'ils appellent de l'optimisation fiscale, mais pas que, tu vois. Ce sont des gens qui ont souvent les moyens justement d'arriver à créer des mécanismes qui leur permettent de réduire les frictions fiscales. Pourquoi, à ton avis, on est dans cette logique-là aujourd'hui ? Moi, je pense que justement, il faut oublier cette idée que ils font sécession en faisant de l'optimisation fiscale. D'accord. En fait, c'est ce que je me disais, mais vraiment récemment. Ouais. Je dis que c'est un peu à cause de ça qu'aussi, eux se sentent jugés. N'importe qui, on va dire, va voir son banquier à un moment, on va vous proposer un PER ou quelque chose comme ça. Tout le monde, à des degrés divers, va être confronté à des gens qui vont vous dire c'est quand même mieux pour toi d'optimiser. Il faut bien se dire que les gens qui sont très riches, déjà ils parlent un peu plus de ces sujets-là parce qu'ils ont plus d'argent et ils sont effectivement mieux entourés. Moi, ce que je conteste, c'est que ces dispositifs d'optimisation, ils soient j'allais dire bêtement lacunaires, c'est-à-dire qu'ils laissent des failles béantes dans le système pour permettre d'optimiser comme ça. Mais disons-nous qu'en fait, ils n'ont pas fait sécession en faisant ça. Ils font juste leur job normal. A fortiori, quand on est entrepreneur, on doit jouer avec toutes les règles et trouver le meilleur chemin vers l'objectif qu'on s'est fixé. Je comprends assez naturellement que les gens qui ensuite ont de l'argent se disent en fait,
quelle est la meilleure disposition, la meilleure façon d'organiser tout ça pour réussir encore mieux. Je ne dis pas que je partage le sentiment, mais en tout cas, se dire que c'est pas faire sécession que d'avoir raisonné comme ça un moment. Peut-être qu'on peut alléger et se détendre. Par contre, ce que je ne comprends pas du tout, c'est que une fois si on arrivait à avoir cette question posément avec ces plus riches, c'est qu'une fois qu'on s'est dit ça, pourquoi il ou elle déciderait de vouloir de ne pas partager plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va leur enlever si on leur dit écoute, oui, tu es déjà taxé marginalement, peut-être un peu trop pour toi, mais qu'est-ce que ça changerait si c'était encore un peu plus et dans quelle mesure ça va t'enlever quelque chose. Et là, souvent, on repart sur des débats sur la compétitivité, c'est ce qu'il y a eu sur Zuckman, la compétitivité de la France, de son système, de l'innovation, de sa place dans le monde, du déclassement. Là. Et vraiment, ça, c'est un des arguments que moi, je ne partage pas du tout. Parce que je pense que dans les innombrables personnes qui se lancent en entrepreneuriat chaque année, il y a quand même très très peu de gens qui se disent « Oh là là, si un jour j'ai 100 millions, on va venir me chercher. » Enfin, je veux dire, qui c'est qui se dit ça réellement quoi. Il y en a peut-être des gens très très ambitieux, mais moi je n'ai croisé jamais personne qui osait se dire qu'un jour où il aurait 100 millions, il serait triste. La plupart des gens signeraient des deux mains pour monter une boîte, qu'elle soit valorisée 100 millions, et qu'on leur prenne les 2/3. Parce qu'il resterait toujours 30 millions. Je ne sais pas si on dit à quelqu'un, tu es dans la rue, tiens, il monte une boîte et tu seras taxé à 70%. Mais quand ils arrivent à ces 100 millions, leur prendre 2/3, ils sont moins contents. Et voilà, et le truc change, mais remettons-nous quand même à la place des milliers de Français et Françaises qui montent des boîtes chaque année. Je pense que cette question, elle est loin de tout le monde. Voilà. Et donc, on disait au moins ça dans la tribune qu'on a faite, c'est entendons-nous que c'est pas ça le vrai problème. En tout cas, de dire après que la France est un pays où on taxe beaucoup, que ça a des incidences sur les boîtes, tout ça, je veux bien qu'on discute, mais dans ce cas, il faut arrêter de discuter d'un climat général que je ne partage pas, et il faut à chaque fois redescendre sur des mesures bien précises pour voir réellement qu'est-ce qui change et quels sont les impacts. Mais je pense que ceux qui alimentent ce climat, ceux qui dénoncent le climat de méfiance vis-à-vis des entrepreneurs sont précisément ces mêmes entrepreneurs qui le créent. Prochain sujet, c'est l'évolution du travail dans notre monde qui est en complète mutation. Tout à l'heure, tu parlais de l'intelligence artificielle. On a également de plus en plus de personnes qui deviennent auto-entrepreneurs et qui travaillent à leur compte. On a également une affirmation qui est là et qui, à mon sens, elle est un peu triste, c'est-à-dire au plus on va avoir un travail utile, par exemple infirmier, éboueur, au plus on va avoir un niveau de rémunération pas faible, mais en tout cas dans la moyenne française. Et en parallèle, on va avoir des emplois à col blanc qui vont être immensément bien payés, excuse-moi. Et en fait, il y a un écart qui est assez substantiel entre ces deux différents types d'emplois. Qu'est-ce qui nous a, à ton avis, poussé à cette forme de logique aujourd'hui ? Je ne sais pas comment on en est arrivé là. Moi, je ne suis pas la meilleure personne. Il faudrait que tu interroges plus des historiens ou des sociologues, parce que sur ces mutations au fil des décennies ou même des siècles, je ne suis pas la meilleure personne. Ce qui est sûr, c'est qu'on le constate, les métiers qui faisaient la fierté, peut-être il y a 50 ans, d'être prof ou agriculteur et tout ça, ne sont plus... agriculteur, je ne suis pas sûr que ça a été le cas, mais en tout cas, des métiers comme soignant ou prof étaient quand même bien considérés. Maintenant, ils sont peu payés. Je pense que c'est quand même lié à cette accélération de la marchandisation du monde et de plein de choses qu'on achète facilement et sur lesquelles certaines entreprises multinationales sont capables de faire des profits inconsidérés. Donc, on est capable de payer cher des gens sur des fonctions commerciales, marketing, communication, pour vendre toujours plus des choses dont on n'a pas besoin. Ça, on le connaît un peu, cet adage, et que c'est finalement plus facile de payer ces gens-là que les agriculteurs. Mais alors, comment on est arrivé à ça ? J'avoue, je ne sais pas, c'est un peu... On l'a tous subi. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que... Il y a sans provocation, mais c'est que l'IA est en train de rebattre toutes les cartes avec ça. Et que, donc, par essence, ça va poser un problème majeur. C'est qu'à l'heure actuelle, pour tous ceux qui ont essayé de ChatGPT ou un autre, on a l'impression que c'est une personne qui se comporte comme un super assistant ou assistante. Et qu'il ou elle délivre des réponses beaucoup plus rapidement et tout ça. Donc, tous les postes...
les postes de junior ou d'apprenti, tout ça sont quand même. On le voit d'ailleurs, il y a plein d'entreprises, quoi. Notamment aux États-Unis, où ils sont en train de supprimer de manière assez massive des emplois. Je pense à des Amazon, des Google, des Walmart, etc. Et donc, toi, ta théorie, c'est que. Il n'y a pas que toi. Les cols blancs sont potentiellement en danger avec. C'est un peu en danger. On a tous fait l'expérience. Donc après, il faudra toujours quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire, à moins que le CEO ou la CEO soit un agent conversationnel aussi, s'il y a des expériences en ce sens. Je ne sais plus quel pays nous a mis une ministre. Il y a eu cette expérience-là, non? Ah ouais, vas-y, je ne connais pas, dis-moi. Il me semblait avoir vu sûrement. un des pays européens qui a une ministre en IA, non? Ah ouais. Ces trucs-là, alors, je ne sais pas à quel point c'est. Bon, bref, j'ai pas assez suivi, donc je ne voudrais pas dire. Mais donc tu peux imaginer quand même énormément de choses avec ces choses-là et avec ces agents. Et moi, ce que je me dis, mais ça fait très longtemps qu'on en entend parler, c'est des certains métiers essentiels qui commencent à revenir en grâce parce qu'ils sont tellement rares, il y a tellement peu de personnes qui le font. On en parlait des plombiers à une époque. Enfin, moi, je pense que ces métiers-là sont finalement destinés à être revalorisés, puisque finalement, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables, qui ne sont pas, pour l'instant, interchangeables avec l'IA. Et donc moi, c'est vrai que les agriculteurs, à l'heure actuelle, c'est une des populations les plus en difficulté. Tu disais moyenne française, non, les agriculteurs, ils sont largement en dessous de la moyenne ils sont en dessous du française. SMIC et tout, bien sûr. Et donc, je me dis que voilà, au moins, ils sont sur des emplois dont on aura toujours besoin. Et donc là, je ne sais pas comment on va faire pour tous ceux qui travaillaient en tant que cadres, mais je me dis ça ouvre une porte à une réinversion de la pyramide des nécessités et des salaires qui sera, au moins philosophiquement, salvatrice. Ouais, carrément. C'est cool que tu parles de l'agriculture. Donc, c'est un sujet que tu connais et dans lequel tu travailles au quotidien. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler justement de l'évolution de ce métier d'agriculteur sur ces dernières années et effectivement la précarité dans laquelle une bonne partie d'entre eux vivent et comment on pourrait justement faire pour que ces gens-là qui ont un travail hyper important pour notre pays puissent vivre plus dignement dans le cadre de leur travail? Moi, j'ai une réponse très simple, c'est que on voit les dégâts sur l'hôpital public des cliniques privées, ou en tout cas du fait d'avoir une concurrence entre le public et le privé sur ces secteurs-là. Moi, je comprends pas que ne se pose pas plus ouvertement la question de, j'ai employé un gros mot qui va encore m'attirer des insultes, mais de nationalisation de l'agriculture. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir de solution, même en adaptant les règles, ou en tout cas pas de manière très facile, à garantir un revenu décent aux agriculteurs et surtout, en plus de ça, planifier correctement notre production alimentaire dans un monde qui est de plus en plus dangereux, sans piloter ça de manière un peu plus centrale. Ouais. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, on pourrait se dire, OK, on price les externalités, et donc, grâce aux mécanismes carbone ou biodiversité, tout ça, on paye plus les agriculteurs. Ou aussi, on pourrait avoir, par le biais de la PAC, des primes plus ouvertement allouées vers des filières intéressantes. Donc, ça, de manière générale, je pense qu'on peut quand même y arriver, mais de manière la partie qui est dure à atteindre, c'est comment on fait pour s'assurer qu'on a produit un truc qu'on a envie de manger à la fin de l'année, enfin, ou toute l'année durant. Et quand je dis ça, c'est par opposition à les prix finalement des matières premières ont augmenté dans le monde et donc les agriculteurs seraient motivés à un instant donné à vendre sur les marchés internationaux plutôt que sur le marché intérieur. De toute façon, tous ces trucs-là sont fluctuants et en s'inscrivant dans cette compétition, cette course à l'échalote, on est condamné à avoir des fermiers qui pilotent leur exploitation en tant que traders. Et ça, on a eu des exemples, des histoires chez FEV d'agriculteurs qui nous disent qu'ils regardent les cours de la bourse depuis le fin fond de la Creuse pour savoir ce qu'ils vont planter. Et moi, je me dis, OK, alors au-delà même du revenu des agriculteurs, qui est quand même une sacrée question, ça pose la question de la souveraineté alimentaire en des termes qui sont assez flippants. Donc ça veut dire que ce que tu prendrais, ce serait, dans le cadre de cette nationalisation, un protectionnisme de notre production alimentaire et qu'on produirait et qu'on consommerait sur notre territoire. Alors, la nationalisation, le mot est peut-être provoquant, mais en tout cas, c'est pour comprendre que on a besoin on a une programmation, une loi de programmation militaire
Moi, je pense qu'on devrait avoir une loi pluriannuelle de programmation alimentaire ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on doit appliquer. Le militaire, ça pose pas de question, et a fortiori en ce moment, comme tout le monde a peur, on se dit, ah oui, il faut investir sur le futur, il faut programmer ça sur plusieurs années. L'alimentation, pour moi, c'est pareil. L'éducation, c'est pareil. Ça. Et on a beaucoup de mal sur ces sujets qui sont pourtant fondamentaux. À partir du moment où ce n'est pas les sujets de défense absolue, on les laisse un petit peu de côté. On a beaucoup plus de mal à investir au niveau de l'État, à regarder les choses sur le temps long, à regarder des notions de retour sur investissement. En agriculture, on sait que si on investit sur des pratiques, sans même parler du bio, mais plus vertueuses, on a des externalités positives sur le traitement de l'eau. Dans les bassins de captage, les coûts de dépollution sont inférieurs. On sait qu'il y a une explosion des cancers qui sont pas que, mais en partie liés à certains produits qu'on met dans les cultures. On sait que la biodiversité disparaît à cause de ça aussi. Et donc tout ça, on pourrait quand même réfléchir à quels sont les impacts et être capable de faire des ROI. Alors tous ceux qui veulent mettre des entrepreneurs à la tête de la France, à chaque fois j'aimerais dire, oui, mais si on mettait vraiment des entrepreneurs à la tête de la France, allons-y, peut-être ça va être rigolo, parce qu'ils prendraient peut-être des décisions qui seraient surprenantes par rapport à ce que vous avez envie de leur faire. Peut-être qu'ils investiraient massivement sur l'agriculture biologique, peut-être qu'ils investiraient massivement sur l'éducation, sur la santé publique et tout ça. T'as des velléités, Marc? Non, moi j'ai pas de velléité, justement. Je me bats contre cet argument à chaque fois d'entrepreneur qui va aller. Non, je trouve ça indécent, en fait. C'est la mythologie de la Startup Nation. Ouais, je trouve ça indécent à chaque fois de penser qu'on va être capable de résoudre ce truc-là. Mais par contre, il reste indéniable que, pour donner un point quand même à ceux qui manipulent ce genre d'argument, qu'effectivement, on a du mal à se mettre dans une logique de retour sur investissement de certaines politiques publiques. Et du coup, tu penses quelles vont être les conséquences de l'accord du Mercosur sur l'agriculture française et en bout de chaîne sur les agriculteurs français? Moi, je pense que de manière générale, c'est ce que ressentent là pour le coup de tous bords les agriculteurs, c'est qu'on leur demande d'un côté de produire avec des normes croissantes, et moi je défends ce côté-là, j'appelle ça l'alignement par le haut. On a des normes plus exigeantes parce qu'on fait partie des pays qui veulent bien faire les choses, à la fois en France et dans une certaine mesure en Europe, et donc on doit faire des meilleures pratiques parce que c'est le sens de l'histoire et on peut plus faire des choses aussi horribles ou dégueulasses que ce qu'on faisait avant. Mais si on autorise derrière dans un marché globalisé des gens à ne pas respecter les mêmes règles, on se tire une balle dans le pied. Et donc moi ce que je conteste juste, c'est que la réaction à ce problème-là soit l'alignement par le bas, et donc se dire qu'on accepte la compétition internationale, on accepte que d'une manière ou d'une autre, il va falloir aller tirer les prix vers le bas, qu'il va falloir que les salaires soient de plus en plus compétitifs, et on sait que pour que les salaires soient compétitifs, il faut réduire les charges, que quand on réduit les charges, on détricote l'État-providence, et tout ça, et qu'on ne s'en sortira pas comme ça. En tout cas, ça correspond pas, c'est pas assez dans notre ADN, et puis il faut quand même se dire qu'avant que, même en ayant réduit certaines choses, avant que le coût du travail en France soit du niveau de certains pays avec lesquels on est en compétition mondiale, il va se passer un petit peu de temps. Donc moi, j'ai tendance à penser que cette compétition, elle est perdue d'avance. Et c'est pour ça que je défends plutôt un alignement par le haut. Mais cet alignement par le haut, il va aussi de pair avec une forme de, on l'appellera comme on veut, mais de protectionnisme. Et ce qu'il faut bien voir quand même, c'est que les modèles de certaines personnes sur ces sujets, que sont les USA ou d'autres pays, ce sont des pays protectionnistes. Ce sont des pays fortement interventionnistes. Ce sont des pays dont le capitalisme est fortement influencé et piloté par l'État. Et qu'il y a guère que nous pour regarder ça en se disant « Oh là là, c'est horrible !» Le libre marché. Nous, on ne s'autorise pas à regarder les choses aussi froidement que les Américains, pour le coup. Et du coup, toi, dans le cadre de FEV, comment tu accompagnes les différents agriculteurs sur ces différentes problématiques qu'on vient d'aborder, et notamment l'afflux de légumes qui viennent de l'autre bout de la Terre, par exemple? Nous, là-dessus, c'est là où on atteint notre limite intrinsèque. C'est-à-dire que contrairement à la boîte que j'ai montée avant, où en fait on se bat avant tout contre nos propres failles et notre marché, là nous on se bat en plus, où on évolue dans un contexte de politique publique, de politique nationale, de politique internationale, de crise ouverte, parce que la guerre en Ukraine évidemment a des répercussions aussi sur le marché des matières premières. Donc on est dans un marché et des choses qui nous dépassent. Donc en fait nous on ne peut faire que finalement donner toutes les armes possibles pour être le plus résilient possible pour nos agriculteurs. Et je donne un exemple, c'est que je dis c'est difficile avec les crédits carbone de pricer correctement le truc et d'avoir une influence, mais c'est difficile, mais on va les aider à le faire quand même. C'est-à-dire qu'on va quand même essayer d'aller tirer sur tous les leviers qui font que les agriculteurs et agricultrices qu'on accompagne ne laissent rien sur la table.
Donc là, on est au début de ça, mais on veut les aider le plus fortement possible pour que s'il y a une aide qui les concerne, ils puissent y avoir accédé. Que s'ils puissent activer des crédits carbone, ils puissent y accéder. Que s'ils puissent rénover leur grange en mettant des panneaux photovoltaïques dessus, ils puissent y accéder. Et ça, c'est vraiment ne rien laisser sur la table, faute de mieux, faute d'avoir pu avoir gain de cause sur des sujets qui nous dépassent fondamentalement. Donc vous êtes à l'affût de toutes les différentes aides qui peuvent leur être octroyées. Et c'est un peu une forme de pansement. C'est un pansement sur une jambe de bois. Exactement. C'est pour ça que tant qu'on n'aura pas des choix plus structurants, alors je ne sais pas si cette stat est encore vraie, mais on parle souvent du fait que quand on achète 1 euro de produits alimentaires, il y a quelques centimes, je crois, j'avais entendu 7 centimes, mais peu importe, ça sera un ordre de grandeur pour... c'est-à-dire que quand les matières premières ou les fruits et légumes arrivent dans les rayons d'une grande surface, ils ont été évidemment... processés, lavés, parfois transformés, mis sous plastique. Il y a le coût du pétrole à payer, il y a le coût des intermédiaires et compagnie et compagnie. A fortiori quand il a subi une transformation au niveau agroalimentaire. La part donc quand on achète, nous, à la caisse, et qu'on fait un chariot à 100 euros ou 200 euros, la fraction qui revient aux agriculteurs, elle est infime. C'est-à-dire que quand on dit c'est difficile de redonner du pouvoir ou difficile de payer les agriculteurs, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au milieu, il y a quand même plein d'intermédiaires et que, alors, pour un exercice de pensée, mais si sur 1 euro, il y en a, je vais être plus gentil, 20 centimes qui revient à l'agriculteur, pour doubler son salaire, il ne faut pas faire 2 fois 1 euro, il faut faire 1,20 €. 1,20 € sans perturber les autres marges, parce que c'est ça qui se passe à chaque fois. C'est qu'à chaque fois, chacun reprend sa partie sur le truc. Mais fondamentalement, on n'a pas besoin de venir demander un effort surnaturel aux consommateurs, ou en tout cas pas d'une portée que certains imaginent, pour payer drastiquement mieux nos agriculteurs. Là, je suis parti d'une hypothèse où on les payait 2 fois plus quand même, ce qui était très, très engagé. Et donc, moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire dans le futur en étant beaucoup plus conscient de ce que coûte notre alimentation quand elle est malmenée à différents niveaux, santé publique, environnement et tout ça. Essayer quand même de forcer par la réglementation l'aval des filières à maintenir un certain nombre de prix. Ça, c'est des propositions qui ont eu lieu il y a 2 ans à l'occasion du Salon de l'agriculture, qui, je crois, n'ont pas encore été tenues, il me semble, sur les prix planchers. C'est le serpent de mer de l'agriculture, mais faisons-le, quoi. Démerdons-nous à faire des prix planchers. Tu serais favorable à ça ? D'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, là, moi, je ne suis pas assez technicien pour savoir si la meilleure manière de le faire, c'est ça ou pas, mais la conséquence doit être la même. C'est que les agriculteurs doivent savoir, quand ils se lancent dans des cultures, à combien ils vont vendre et que ces prix-là soient satisfaisants et leur permettent réellement d'avoir un espoir de passer une bonne année. Pas de regarder, pas de jouer la banque pour la France. Puisqu'en fait, un agriculteur qui sème, qui investit, qui travaille, il récolte plus tard. Après, les coopératives parfois ont des facilités là-dessus, mais dans l'absolu, il faut bien se dire quand même qu'ils prennent des paris et que ces paris sont parfois contrariés par une très très mauvaise récolte ou un accident climatique. Et donc, d'une certaine manière, moi je le vois comme si l'agriculteur était en train de prendre un risque business pour servir une matière première pas chère ensuite à des consommateurs. Et je me dis, mais qui fait ça ? Qui est assez fou pour faire ça, fondamentalement. Et pourquoi ils continuent à le faire, alors ? Mais parce que je pense qu'il y a des gens qui sont sincèrement motivés par... parce que c'est un des plus beaux métiers du monde. Enfin, je veux dire, on en a tous besoin, on mange plusieurs fois par jour, j'espère pour tout le monde. Et donc, c'est normal, c'est beau, il y a un amour de la terre, il y a un amour de la ruralité peut-être, mais voilà, maintenant, il faut que ça change pour que... D'ailleurs, on aura moins de problèmes. C'est que si ça change, si c'est un peu plus simple, on aura aussi plus de candidats, évidemment. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu me parlais d'un sujet. C'est en tout cas, une typologie des cols blancs qui pourraient faire une partie de leur travail, mettons, marketeur, et également une autre partie de leur travail en tant qu'agriculteur, par exemple. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous étayer ce sujet-là et nous expliquer comment ça fonctionnerait ? Oui, moi je pense qu'un des sujets qui est compliqué, en particulier en agriculture, c'est que ça fait partie encore de ces rares métiers où, si on demande son avis à quelqu'un du milieu agricole, à juste titre, il va dire que c'est un métier qui se fait sur le temps long. En fait, je vais y arriver, pardon. La prise d'expérience est longue, les conditions sont changeantes, les récoltes et les aléas climatiques sont de plus en plus difficiles. Et donc, souvent, les agriculteurs répètent que dans une carrière, ils ont 40 récoltes. Et en fait, moi, un jour, on m'a dit ça et je me suis dit, putain, c'est vrai, ils ont raison, quoi. 40 récoltes, c'est juste ultra flippant. Parce que moi, je suis jardinier amateur. Ils ont 40 récoltes à l'année ? Ils ont 40 récoltes dans leur vie. Alors, évidemment, oui. Ça me paraît hyper faible. 40 récoltes, quand on dit 40 récoltes, c'est-à-dire qu'ils ont 40 saisons.
Eh ouais, Eh ben effectivement, oui, vu eh ben comme oui. ça. Eh ben tu vois, ça te surprend. C'est ultra flippant parce qu'en fait, moi, en tant que jardinier, ça fait 5 ans que je fais mon jardin et bon, bah, pour l'instant, j'ai pas été champion du monde. Et chaque année, il se passe des trucs. Et donc, si j'avais dû vivre de ça, en imaginant que j'ai la surface, mais moi, je serais déjà mort. Donc, euh, donc 40 récoltes. Donc, forcément, il y a un côté expérience qui fait qu'on a envie de prendre le temps et de se dire que ces 40 récoltes, faut pas les gâcher. Ça peut pas être 10. Est-ce qu'on peut être agriculteur pour 5 ans ou 10 ans? Et moi, de plus en plus, je me dis que il faudrait que ça soit possible. Il faudrait que ce soit que des gens comme toi et moi, on aille, si on a envie, Mm. exercer une partie de notre temps en tant qu'agriculteur pour participer finalement à la création de notre alimentation. Donc peut-être dans un esprit pas de service civique, mais en tout cas de contribution. Toi, on est tous solidaires pour produire notre truc, aussi parce que c'est un métier qui est potentiellement avec une forme de pénibilité physique, donc ceux qui peuvent le faire le fassent. Et aussi, quand on a une vocation ou on a un appel, après avoir été cadre ou vécu à la ville, de vouloir s'engager là-dedans, ce côté un peu binaire de quand je m'y lance, c'est marche ou crève ensuite pendant 30 ou 40 ans, comment on peut réellement inciter les jeunes générations à se lancer quand on connaît par ailleurs les mutations du marché du travail? Je vois pas trop comment c'est possible. Donc, je sais qu'il y a des gens qui réfléchissent à la fois sur des structures d'accueil bénévoles ou potentiellement même organiser un travail à part-time, à temps partiel, où on va être marketeur ou juriste une partie de la semaine et agriculteur maraîcher de l'autre. Et ça suppose, parce qu'évidemment, on ne peut pas juste être agriculteur poétique 2 jours par semaine et puis espérer que ça se passe bien. Ça suppose qu'on ait des structures et Exactement. des fermes, de même manière que les salariés ne sont pas tous entrepreneurs ou indépendants. Les salariés sont parfois salariés d'une entreprise qui est dirigée par des gens qui, en général, étaient là avant et restent Ouais. après leur départ. Bah, de la même manière, on pourrait avoir des structures d'accompagnement agricole ou des fermes, des choses comme ça, dans lesquelles certains exercent effectivement le métier d'experts agronomes, de chefs, j'allais dire de chantier, chefs de culture, directeurs d'exploitation, qui sont des métiers d'ailleurs qui existent dans les grosses exploitations, et qui puissent piloter des gens comme toi et moi qui ont envie de faire une partie de leur carrière dans cet esprit-là. Je crois, bon, ça existe déjà, il y a déjà des salariés agricoles, mais demain on pourrait imaginer que certains cadres d'Airbus ou de la Société Générale se retrouvent à être agriculteurs. Et comment tu verrais l'évolution des contrats de travail, puisqu'en général, ces cadres-là sont en général en forfait jour. Comment tu arriverais à convaincre les entreprises de dire, bon, bah, tu as un cadre là, il faut qu'un tiers de son temps, il aille au champ récolter des légumes, quoi. Ouais, Je alors, caricature, hein, mais... ouais, là, je sais même pas s'il y a un besoin, je ne sais pas. Je pense que en fait, les mutations dans le travail, quand même, les gens, les entreprises sont obligées de suivre les modes, entre guillemets, et les aspirations des talents, comme on dit, parce que c'est eux qui dictent, d'une certaine manière, leurs exigences par rapport à l'évolution du marché du travail. Donc, la flexibilité, le télétravail sont des choses qui se sont imposées, alors certes avec le Covid, mais aussi parce que les gens avaient envie de ça. Donc moi, je ne suis pas très inquiet sur le fait que si à un moment ça correspond à un désir profond et que dans cette quête de sens, certaines entreprises qui sont moins alignées ou moins en première ligne sur des métiers avec du sens seront obligées peut-être pour continuer à recruter d'offrir ce genre de facilité. Je pense qu'ils vont être mis au pied du mur d'une certaine manière. Mais, alors, ce qui est paradoxal, c'est que tu vois, tu parlais du télétravail, par exemple. Et effectivement, on a été mis devant le pied. On a été mis devant le fait accompli, notamment à cause du Covid, enfin surtout à cause du Covid. Mais là, ce qu'on voit, c'est que les entreprises sont en train de faire marche arrière et qu'il y a de moins en moins de télétravail. Et notamment dans les grands groupes où avant, il y avait peut-être 2-3 jours de télétravail. Aujourd'hui, on passe plutôt à 1 ou on supprime complètement. Oui. Ce qui va un peu à contresens de ce que tu viens de dire. Oui, mais parce que je pense qu'il y a des... Oui, déjà parce que je n'ai pas la prétention d'avoir raison à coup sûr, mais je pense que c'est aussi lié à... C'est des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où le rapport de force est plus en fonction de l'employeur que du salarié, et puis il y a des moments où ça rechange, mais que tendanciellement, typiquement, tu vois, tu disais c'est 3 ou 1, Ouais. mais en fait, il n'y a pas longtemps, c'était 0. Et je pense que 0, ça devient inacceptable pour beaucoup d'entre nous. Donc il y a quand même une tendance à ce que ces trucs-là ouvrent une fenêtre et qu'on puisse... je sais pas, les boîtes qui arrivent à nier complètement le télétravail à l'heure actuelle, oui, c'est sûrement qu'elles sont dans une situation où elles peuvent encore se le permettre par rapport à leur attractivité. C'est une question qu'on me posait jamais avant le Covid. Maintenant, normalement, enfin, à chaque entretien, on va me poser la question quid du télétravail.
C'est systématique et c'est quelque chose qui est assez nouveau depuis quelques années. Dans la transition écologique, mais notamment, tu vois, dans cette nouvelle forme de travail que tu proposes et que je trouve ça hyper innovant d'ailleurs. Et d'ailleurs, tu as raison, moi, à titre perso, c'est un truc qui m'intéresserait, tu vois. C'est comment on arriverait à moduler le temps de travail, tu vois. Il y a eu cet écueil qu'on entend de temps en temps dire que le 35 heures a complètement boursouflé le marché du travail en tuant un peu la productivité de la France, tu vois, et la compétitivité notamment. Est-ce que tu penses qu'avec les évolutions qui arrivent dans le cadre du travail, notamment avec les IA et avec le fait que une partie des cols blancs verrait leur travail remis en cause, en tout cas une partie de leur travail, à ton avis, comment l'évolution du travail devrait suivre ces nouvelles tendances, notamment avec l'IA et en fait, moi j'ai envie de te dire, on parle de grand remplacement, ça n'a rien à voir, je suis d'accord, mais en fait le grand remplacement, il est peut-être là, en fait, c'est cette intelligence artificielle et il y a également la robotique dont on est en train de parler aussi, qui arrive à grands pas. Comment, à ton avis, la modulation du temps de travail va évoluer dans les prochaines années, notamment à l'endroit des cadres? Oui, je sais pas déjà. La réponse honnête, ça serait comment ça. tu penses? Ouais, comment je pense moi, quand j'y pense, je me dis que si on garde le contrôle vis-à-vis de l'IA, on pourrait imaginer peut-être baisser drastiquement notre temps de travail. Ouais. Mais en fait, c'est pas ce que montre l'évolution des technologies récentes, où en fait, si tu regardes la productivité de manière peut-être sur 30 ou 40 ans, on a quand même augmenté en productivité de manière drastique Ouais. avec tous les moyens qu'on a. Et en fait, je pense qu'on travaille toujours autant, si ce n'est plus qu'avant. Et donc, on est pris dans cette course-là où on remplace ça par quelque chose de peut-être encore plus inutile qu'avant. Donc, est-ce qu'on va aller dans cette situation-là ou est-ce qu'on va prendre la main en se disant finalement, l'IA, on est bien content qu'il s'occupe d'une partie des jobs qui nous intéressaient peut-être moins et qu'on a plus de temps à passer dehors et que parce qu'on ne fait pas ça toute la semaine, finalement, jardinier, maraîcher, c'est super cool. Je voulais un peu revenir vers toi sur un sujet qui me tient à cœur personnellement, c'est la responsabilité des chefs d'entreprise dans le cadre de leur entreprise. J'ai une conviction personnelle, c'est que l'entreprise est une entité politique, c'est-à-dire qu'elle a des responsabilités qui vont au-delà du cadre de la simple profitabilité. À ton avis, comment devrait évoluer la responsabilité de l'entrepreneur dans un monde où les travailleurs attendent beaucoup en termes notamment de dignité, de conditions de travail, de pouvoir d'achat? C'est un sujet qui est assez récurrent en France. Comment on pourrait amener les entrepreneurs à avoir plus d'appétence sur ces sujets-là? Déjà, moi, je partage complètement le côté l'entreprise et politique. C'est quelque chose qui a été une réalisation pour moi depuis maintenant quelques années, mais pas si longtemps. Je m'étais jamais trop dit que... Et encore, je dis politique, mais dans le sens, j'allais dire, noble du terme, c'est de participer à la vie de la cité. On est très peu, finalement, à part quand on est dans l'économie sociale et solidaire, où je pense que c'est naturellement ce que les gens ont en tête quand ils montent une boîte. Donc, c'est dans le cahier des charges, d'une certaine manière. Pour tous les autres, il y a plutôt un tabou de se dire qu'on ne se mêle pas d'autres questions que la rentabilité de notre entreprise. Et donc moi, ça m'a un peu effrayé, parce que finalement, quand on est dans l'agriculture, typiquement, on peut pas. On se rend bien compte que nos degrés de liberté sont fondamentalement diminués ou accentués, quand on est du bon côté, mais par tout ce qui se passe au-delà de notre entreprise et qui ont trait à des choses qu'on vit en tant que consommateur. On parlait des prix tout à l'heure, mais des réglementations, des importations, des emplois qui se délocalisent et tout ça. Donc depuis que j'ai réalisé ça, moi je considère que notre rôle d'entrepreneur, il est de fait politique, encore une fois dans un sens que j'espère un peu noble, et qu'on ne doit pas se dédouaner de nos responsabilités là-dessus. Et qu'on doit donc remettre l'entreprise ou réencastrer, comme certains disent, l'entreprise dans la vie de nos sociétés. Le problème, c'est quand on se dit ça, moi, si je suis un peu radical, j'ai envie de dire, oui, mais alors du coup, il y a des entreprises qui servent quand même pas à grand-chose. Ouais. Et donc là, on a un vrai gros sujet, parce que si on regarde, il y a aussi des salariés qui bossent dans les entreprises et qui savent pertinemment et qui se disent, ah oui, à quoi ça sert? Et on revient sur les questions du début de burn-out. Le burn-out, c'est pas toujours ça, évidemment, mais parfois, c'est aussi lié à ça.
Et là où on a un gros souci, c'est que derrière, oui, il y a peut-être des entreprises qu'on aimerait voir un peu moins florissantes dans un futur, que finalement il y ait des vases communicants avec des activités plus essentielles dans le futur proche. Mais comment se fait cette transition en matière d'emploi ? Comment on fait quand il y a des gens qui sont très très bien payés dans des jobs qui ne sont pas toujours très intéressants pour les reconvertir dans des jobs qui seraient plus utiles mais qui ne payent pas à l'heure actuelle. Et donc tu as un formidable chantage à l'emploi souvent et qui fait qu'on entend, je pense tous, à la télé ou à la radio que si on fait ci, ça, telle ou telle entreprise va licencier 5000 personnes. Et ça, moi je trouve ça fou parce que, alors moi j'ai un côté très utopiste sur ces sujets-là et qui est parfaitement inapplicable, on va être très honnête, mais c'est de me dire comment on peut arriver à repartir à un moment d'une feuille blanche pour se dire, regardons avec ambition les 20 ou 30 prochaines années, quelles sont les filières qu'il va falloir réellement développer, celles qui vont inévitablement décliner, et comment on engage une reconversion. Et alors, n'importe quel entrepreneur qui s'est posé des questions de change management dans sa boîte sait à quel point c'est douloureux, difficile à mettre en place et tout ça, et donc il faut avoir moi je dis ça tout en ayant, j'espère, l'humilité de mesurer à quel point ça serait immensément difficile pour un pays comme la France. Pour autant, je ne sais pas comment on a le choix. On ne va pas continuer à se dire qu'on fait ci, ça parce que l'emploi. Et avoir des gens qui ne veulent plus être dans ces emplois. Et laisser le temps long faire son œuvre avec des gens qui partent en burn-out, des maladies professionnelles, un chômage qui explose peut-être à un moment et qu'il faut financer, parce qu'on n'aura pas voulu regarder ces scénarios, ces trajectoires de reconversion en face. Alors, je ne sais pas. Donc, en fait, ça me fait une transition sur l'avant-dernière question. Imaginons qu'on a une baguette magique et que Marc Battier devient président de la République française. Non pas que je te prête des velléités à devenir président. Qu'est-ce que tu ferais pour justement améliorer les conditions de travail des Français de manière, ça peut être législative, structurelle, peu importe. À ton avis, est-ce qu'il y a matière à, ou en fait c'est peine perdue et la mondialisation et tous ces effets de bord font que indubitablement les conditions de travail sont vouées à devenir de plus en plus compliquées? Alors moi, je ne sais pas du tout répondre à cette question synthétiquement. Moi, ce que j'aurais, ce qui m'active dans ma vie d'entrepreneur comme objectif, c'est plutôt que l'ESS devienne la norme. D'accord. Et donc, ce serait ça. Je me dirais que de manière générale, d'un point de vue société et pour les travailleurs, on est mieux parti si on a justement réidentifié quels sont les métiers les plus utiles, les plus essentiels, les plus solidaires, les plus sociaux, tout ce que tu veux. Et que d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire avec tous les outils qu'on a à disposition de fiscalité, de politique publique, tout ça, on favorise ces entreprises-là au détriment, d'une certaine manière, parce que c'est toujours, quand on favorise, c'est toujours en différentiel, donc ça ne veut pas dire écraser les autres, mais en tout cas, on crée un incentive à faire en sorte qu'on bascule des entreprises normales vers ces entreprises-là, et que ce cadre-là soit de plus en plus désirable d'une manière ou d'une autre. Parce que, comme on l'a dit, dans ces entreprises-là, par exemple, l'écart des salaires, il est géré. Ouais. Le profit, il est un peu encadré quand même, puisqu'on ne peut pas distribuer plus de la moitié du résultat en dividendes. Et il faut le réinvestir. Donc, il y a quand même des garde-fous qu'on pourrait imaginer renforcer. Absolument. Et donc, on pourrait créer un peu, en amendant, ou peut-être en allant encore plus loin, ou peut-être qu'on peut considérer que c'est déjà très bien, mais ce qu'il y a dans les statuts des boîtes ESUS typiquement, et se dire que ça, c'est un cadre sur lequel on pousse fortement et avec une ambition, très, très forte et très rapide dans les 10 ans qui viennent, pour que ça ne soit pas 12%, mais 25%. Et moi, j'aurais tendance à penser que derrière, de fait, tu te retrouves à avoir beaucoup d'entreprises qui naissent sur des trucs fondamentalement essentiels, des salariés alors qui ne sont pas immunisés contre le burn-out parce que justement ils vont être engagés, mais qui passent d'un emploi où ils avaient peut-être plus ce sens-là vers des métiers avec du sens, et que déjà tu tires pas mal de sujets en cascade grâce à ça. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un des trucs, si on devait regarder, tu parlais de KPI, une KPI, dans mon métier d'agriculture, c'est la part de l'agriculture biologique ou des formes d'agriculture les plus vertueuses par rapport au reste. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même que l'ESS, c'est 12-13% dans les deux cas. D'accord. Il y a une grosse marge de progression pour que ça aille mieux. Dernière question. Est-ce que tu peux nous partager quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant ?
Et quand j'étais enfant, je rêvais de travailler dans le milieu du poisson et je l'ai fait. C'est vrai? Ouais, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur R&D dans l'aquaculture. D'accord. Je me suis rendu compte que c'était très très dur comme condition de travail, mais ça tenait plutôt à l'endroit où j'étais, à la période où j'étais, tout ça. Mais j'ai travaillé dans le poisson. Tu voulais être pêcheur quand tu étais enfant? Pas pêcheur, mais travailler dans le. Mais moi, oui, j'adore la pêche. Ok. Et alors, non, pour la petite histoire, j'ai rencontré par des amis d'amis, et maintenant c'est devenu un ami. J'ai rencontré une personne qui fait à peu près le métier que j'aurais rêvé de faire. C'était lui, il travaille à la restauration des migrateurs, donc en l'occurrence du saumon atlantique dans le bassin Adour-Garonne d'Ordogne. Ok. Enfin, c'est deux bassins différents, mais et lui, donc ça fait 30 ans qu'il bosse dans son asso à étudier la migration des saumons. Et ça, par contre, oui, c'est exactement ce que j'aurais voulu faire. Donc maintenant, je le connais, le gars. Trop bien. Et on va à la pêche ensemble. Eh ben, je te souhaite que tu deviennes un tiers de ton temps soit investi là-dedans. Exactement, c'est pour ça que j'ai été le voir une ou deux fois. C'est exactement ça. Oui. Trop bien. Marc, merci beaucoup Merci pour à toi. ton temps. Ravi d'avoir discuté avec toi. Merci à toi.